Chers collègues, bonjour. Toujours dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle, permettez-moi de partager avec vous et de vous rappeler quelques dispositions de la loi cadre relative à l'offre de soins et à son organisation au Maroc. Concernant l'article numéro 1, c'est l'article qui parle de l'objectif de la loi cadre qui vise à fixer les principes et les objectifs fondamentaux de l'action de la santé en matière de l'action du ministère de la Santé en matière de la santé et l'organisation du système national. Et c'est pour la première fois qu'il y a une responsabilisation de la société en matière de la protection de la santé. Le deuxième article parle de la composition du système national. Donc, un système, c'est un agencement d'un ensemble d'éléments qui travaillent en coordination, en collaboration pour atteindre un objectif. Donc, le système national, c'est l'agencement de l'ensemble des institutions, ressources et actions organisées pour, bien sûr, réaliser les objectifs fondamentaux de la santé. Concernant les principes de l'offre de soins, donc, ils sont au nombre de 5. La solidarité et la responsabilisation de la population, l'égalité d'accès aux soins, l'équité dans la répartition spatiale des ressources, la complémentarité intersectorielle, l'adoption de l'approche genre en matière de soins. Donc, ces principes, ils incombent de la responsabilité de l'État pour leur mise en œuvre. L'article 3, il parle du domaine d'intervention de la santé, du ministère de la Santé en matière de la santé. Donc, ce sont les domaines de la prévention contre les risques, l'éducation pour la santé, la promotion des modes de vie sains, le contrôle sanitaire. Donc, ces actions peuvent concerner un individu, des groupes d'individus, ou peuvent être réalisées dans un cadre multisectoriel ou intersectoriel. L'article 4, il parle des caractéristiques de la politique nationale en matière de la santé, qui doit être une politique intersectorielle, complémentaire, intégrée, coordonnée avec les autres intervenants dans le domaine de la santé. Donc la prévention, ce sont les actions de santé publique. Il vise à identifier et lutter contre les risques, lutter contre la propagation transfrontalière des maladies, des actions de prophylaxie et de lutte, le développement des actions d'information, sensibilisation et d'éducation de la population, le développement des actions des mécanismes de veille de sécurité sanitaire. Donc l'article 5, il parle aussi de la responsabilisation et de l'implication de la société civile, des collectivités et des autres intervenants dans l'atteinte des objectifs de la santé. Donc c'est pour mettre à la disposition du système une assise pour les partenariats et l'implication des autres secteurs dans la réalisation des objectifs de la santé. Donc, pour l'article 6, c'est la responsabilité de l'État en matière de la disponibilité et de la qualité des ressources nécessaires en fonction du système national de la santé, à savoir le sang et ses dérivés, les médicaments et produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, donc la recherche et la production en matière de médicaments, et aussi la formation continue des ressources humaines. Bien sûr, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour impliquer le secteur privé dans la réalisation des objectifs du ministère de la Santé. L'article 7, donc l'État prend les mesures nécessaires pour mettre la mise en œuvre de ses engagements pris au plan international en matière de la santé, notamment
pour la définition des stratégies relatives à l'information de la population sur les risques, la protection de la santé, l'accès aux soins de santé, le respect de la personne, le respect des droits des patients à l'information, les actions de lutte à entreprendre avec les concours des organisations professionnelles. Donc, ce sont en quelque sorte les attributions et missions du ministère de la Santé. Concernant l'article 9, il parle de la composition de l'offre de soins. Donc l'offre de soins, c'est l'ensemble des composantes faites des ressources humaines, des infrastructures sanitaires dans le secteur public ou privé, des installations de santé fixes ou mobiles et des moyens mis en œuvre pour produire des prestations de services. Bien sûr, ces éléments doivent répondre à certaines caractéristiques, donc l'équité, l'égalité, la répartition spatiale et dans l'accès. Bien sûr, la synergie, la complémentarité, la coordination entre les composants du système de l'offre de soins. Donc l'offre de soins et de services doit être complémentaire, intégrée, coordonnée, efficace et efficiente. Ce sont les principales caractéristiques d'une offre de soins efficace. L'article 10, il parle de l'offre de soins, donc de la régulation de l'offre de soins et des outils de régulation de l'offre de soins qui sont essentiellement la carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins. Donc on entend par établissement de santé au sens de la présente loi les divers établissements de santé, quel que soit leur statut organisé en vue de participer à l'offre de soins. Les missions d'un établissement de santé peuvent être qui définissent la vocation de l'établissement de santé, soit la prévention, soit le diagnostic, soit la réhabilitation ou l'hospitalisation, donc le traitement de la maladie. L'article 12, donc, il parle des éléments à respecter dans tout établissement de santé, à savoir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, le respect des normes de sécurité des patients, le respect des normes de sécurité des installations et équipements, le respect des règles éthiques et déontologie, le respect des normes et standards de qualité, le respect des règles d'hygiène et de sécurité, le respect des bonnes pratiques. Les établissements de santé du secteur public et des établissements privés accrédités par l'administration contribuent à la formation et à la formation continue du personnel de la santé, aux actions de recherche dans le domaine de la santé. L'article 14, les établissements de santé prestataires de services dans le secteur privé sont constitués des éléments suivants: les cabinets médicaux, les cabinets de radiologie et d'imagerie médicale, les installations d'assistance médicale urgente, les cabinets de médecine dentaire, les cliniques et établissements assimilés, les établissements médico-sociaux assurant la prise en charge médicale des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, les établissements de soins de suite de convalescence, les laboratoires d'analyse biologique médicale, les officines de pharmacie et dépôts de médicaments et les cabinets paramédicaux. Donc ces établissements tous offrent des soins dans le secteur privé. Les établissements de santé privés peuvent participer sur la base d'un cahier de charges à des actions de santé publique dans le cadre de complémentarité entre les deux secteurs. Donc c'est la contractualisation, c'est le partenariat public-privé. L'article 16, les dispositifs particuliers de coordination des prestations de soins entre les établissements du secteur public et le secteur privé entre les différents niveaux de prise en charge. Donc là on parle surtout des mécanismes de coordination entre les niveaux de prise en charge et entre le secteur public ou privé qui se fait par l'intermédiaire des filières de soins et par l'intermédiaire des réseaux coordonnés de soins
Donc, les réseaux coordonnés de soins sont des réseaux utilisés pour la prise en charge des patients atteints des maladies chroniques nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Et bien sûr, on a les systèmes de régulation donc, qui assurent le transport et le transfert des patients entre les niveaux de prise en charge. L'article 17 il parle du système national d'information sanitaire qui va permettre la collecte, l'analyse et le traitement des informations en relation avec le système national de la santé, qui doit être un système intelligent, qui doit être un système intégré et complet. L'article 18 il parle des procédures d'évaluation des établissements de santé. Donc, il parle de l'accréditation. Donc, l'accréditation des établissements, c'est une évaluation externe qui vise à améliorer les processus de prise en charge et assurer la sécurité des soins et la sécurité des patients. La procédure d'accréditation vise à apporter une appréciation indépendante sur la qualité des établissements. Donc, dans ce cadre, il y aurait la constitution d'un comité national d'évaluation et d'accréditation. La carte sanitaire définit au niveau national, régional les composantes de l'offre de soins, notamment les types d'infrastructures, installations, les normes et les modalités d'implantation. Donc la carte sanitaire, il englobe l'ensemble des données géodémographiques et épidémiologiques, et en fonction de ces données, il y aurait bien sûr une planification de la répartition et de la création des établissements et des équipements lourds au niveau d'une région ou d'une province ou bien au niveau interrégional. Donc la carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire national en fonction du bassin de desserte de la population, des caractéristiques épidémiologiques, géographiques et démographiques. L'article 23, donc il parle de l'utilité de la carte sanitaire, mais il permet de fixer l'agrégation des infrastructures sanitaires existantes, l'importance de la nature du bassin de desserte et les normes critères d'implantation des infrastructures sanitaires. La carte sanitaire est établie par l'administration après avis de la Commission nationale de l'offre de soins, donc pour une durée de 10 ans. Elle sera évaluée tous les 5 ans et révisée le cas échéant, conformément à la même procédure en cas de changement majeur des données qui ont servi à son élaboration. Le schéma régional de l'offre de soins est un outil de planification de régulation de l'offre de soins. Donc, il permet de faire un inventaire des infrastructures existantes, les projections des établissements et des équipements nécessaires pendant une durée de 5 ans, la répartition territoriale et la projection des effectifs et des ressources dans une région pendant une durée de 5 ans. Donc, le schéma régional est établi par la direction régionale pour une période de 5 ans après avis de commission régionale de l'offre de soins. La création et l'implantation de tout établissement de santé doit s'effectuer conformément à la carte sanitaire. Donc, c'est le but derrière la création de la carte sanitaire. L'article 27 sera soumis au respect de la carte sanitaire des schémas régionaux de l'offre de soins, la création de toute installation de haute technologie et équipements biomédicaux lourds. Ça va permettre de réguler et d'assurer une répartition spatiale équitable des équipements lourds et des infrastructures et des ressources humaines et des équipements de haute technologie. Peuvent bénéficier des mesures d'encouragement d'encadrement dans le cadre de la contractualisation ou bien de l'implication du secteur privé. Certains investisseurs ou fondateurs des établissements peuvent bénéficier de certaines mesures incitatives pour respecter la carte sanitaire et
investir dans des zones géographiques où il n'y a pas d'infrastructure ou bien là où il y a une faiblesse de l'offre de soins. Donc pour assurer la cohérence des actions du système de santé, améliorer la gouvernance et mettre la principale activité des différents partenaires du système, les instances suivantes seront instituées. Donc la création d'un Conseil national consultatif de la santé, un comité national d'éthique, une commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé, une commission nationale des commissions régionales de l'offre de soins, un comité national de veille de sécurité sanitaire et un comité national d'évaluation et d'accréditation. Donc ces comités consultatifs vont assurer l'accompagnement des réformes et vont constituer des organes consultatifs pour la coordination des activités du système national de la santé. Donc, sur ceci, notre présentation prend fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre actualité en relation à le système national de la santé et bonne chance dans vos préparations.